Au dîner de famille, ma sœur a dit, « Maman et papa m'ont promis que je pouvais vivre avec toi. » J'ai serré mon verre d'eau, mes jointures blanchissant. J'ai bu une gorgée et j'ai répondu, « C'est gênant. J'ai vendu la maison vendredi dernier. » Cette phrase, ce moment, c'est le début de la fin. Ou peut-être, le véritable commencement. Avant de plonger dans les détails de cette soirée explosive, de la trahison et de la reconstruction qui a suivi, j'aimerais prendre un instant pour vous remercier d'être là. C'est l'histoire de la façon dont ma famille a tenté de me voler ma maison et ma santé mentale, et comment j'ai riposté avec des faits et des chiffres. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et maintenant, revenons à ce dîner. Ce n'était pas un dimanche soir ordinaire chez mes parents à Tours. D'habitude, c'était lasagne et discussion tranquille. Mais ce soir-là, l'air était électrique. Ma mère, Béatrice, avait sorti la porcelaine de Limoges, celle réservée aux grandes occasions. Mon père, Martial, un manager régional à la retraite, rayonnait, une bouteille de crémant de Loire très chère dans un seau à glace. Et puis, il y avait la disposition de la table. Ma sœur cadette, Soline, 30 ans, était assise à la place d'honneur. Mon cerveau de chef de projet technique s'est immédiatement mis en alerte. Je gagne ma vie en analysant les risques, en planifiant des scénarios. Et ce scénario-là puait l'embuscade. Les données étaient claires, porcelaine plus crémant plus Soline en bout de table égale problème. Le champagne a sauté. Mon père a rempli les flûtes. À la famille, a-t-il lancé. Soline a souri, de ce sourire qu'elle réservait à ses petites victoires. En fait, dit-elle en levant son verre, j'ai une grande nouvelle. Je vais emménager chez Léontine la semaine prochaine. Elle l'a dit comme si elle annonçait qu'elle changeait de parfum. Ma mère a hoché la tête, un regard de pure satisfaction sur le visage. N'est-ce pas merveilleux? Ta grande maison à Saint-Cyr-sur-Loire, Léontine, elle est si vide. Tu as besoin de compagnie. J'ai déjà commencé à faire mes cartons, a ajouté Soline, juste jusqu'à ce que je me remette sur pied. Se remettre sur pied était le refrain de Soline depuis 10 ans. Et soudain, tout est devenu clair. Les 3 énormes bacs en plastique que j'avais trouvés dans mon garage 3 jours plus tôt. Ceux étiquetés « Vêtements d'hiver », Soline et « Souvenirs de Soline ». Quand je lui avais renvoyé un texto, elle avait répondu « Oh, c'est juste temporaire, ma voiture est trop petite pour tout garder. Tu ne les remarqueras même pas. » J'aurais dû savoir. J'aurais dû comprendre quand mes parents ont payé son loyer pour la 3e fois cette année. Elle traverse une mauvaise passe, avait dit maman. Je serrais mon verre d'eau. Mon cœur battait à un rythme lourd et sourd contre mes côtes. J'avais 35 ans. J'avais acheté cette maison seule à 26 ans. J'avais travaillé des heures supplémentaires, sacrifié des vacances. Et pour eux, ce n'était qu'une ressource à réaffecter à Soline. À de nouveaux départs, a trinqué mon père, le visage rouge de joie et de champagne. Tout le monde a levé son verre. Sauf moi. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage. Il pensait m'avoir coincé. Il pensait que j'allais sourire, hocher la tête, et accepter. Il ne savait pas que moi aussi, j'avais un nouveau départ. Et qu'il n'allait pas l'aimer du tout. Le silence s'est étiré. Mon verre d'eau est resté posé sur la table, intact. Leurs sourires ont commencé à vaciller, confrontés à mon visage impassible. C'est Soline qui a rompu le silence, d'un petit rire nerveux. Eh bien, quoi? Tu ne dis rien, Léontine? Fais pas cette tête. C'est une bonne nouvelle pour nous deux. Tu auras de la compagnie, et moi, je pourrai enfin économiser un peu. Économiser. Le mot sonnait creux dans sa bouche. Soline n'avait jamais économisé un centime de sa vie, parce qu'elle n'en avait jamais eu besoin. Maman et papa étaient ses économies. J'ai posé lentement mon verre. J'ai attrapé mon sac à main posé à mes pieds. L'énergie dans la pièce avait changé. L'anticipation joyeuse s'était muée en une irritation confuse. Léontine, ne sois pas difficile, a commencé ma mère, Béatrice, de ce ton qui signifiait « fais ce qu'on te dit ». J'ai sorti une grande enveloppe Kraft de mon sac.
Je l'ai posé sur la table, au milieu des assiettes en porcelaine et des verres en cristal. Qu'est-ce que c'est que ça? A demandé mon père, Martial, son sourire de fête définitivement disparu. En fait, dis-je, ma voix plus calme que je ne le pensais, c'est drôle que vous parliez de nouveau départ. Parce que moi aussi, j'ai des nouvelles. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai sorti les papiers. Ça, dis-je en les posant à côté de mon assiette, c'est le compromis de vente. J'ai vendu la maison de Saint-Cyr. La signature finale a eu lieu vendredi dernier. Le silence qui a suivi était d'une qualité différente. Ce n'était plus un silence confus. C'était un silence de choc. Absolu. Assourdissant. Crash. La flûte de champagne de Soline a glissé de ses doigts et s'est brisée sur le parquet. Personne n'a bougé pour nettoyer. Mon père a ouvert et fermé la bouche, comme un poisson hors de l'eau. Tu, quoi, a finalement murmuré Soline, son visage passant de la suffisance à l'horreur. Je l'ai vendu, ai-je répété, en articulant chaque syllabe. Vendu. Fini. Parti. J'ai pris mon téléphone. Et le timing est vraiment fascinant, n'est-ce pas? J'ai ouvert une application. Parce que pendant que vous planifiez mon déménagement forcé, j'ai aussi vu ça. J'ai tourné l'écran vers ma mère et ma tante Clotilde, qui étaient assises en bout de table. Je suis tombée sur votre tableau Pinterest commun. La nouvelle chambre de Soline. De très bon goût, maman. J'aime particulièrement le choix du papier peint. Le visage de ma mère est devenu blanc-craie. Tante Clotilde a eu l'air de vouloir disparaître sous la table. Tu ne peux pas, a commencé mon père. Je l'ai fait, dis-je. J'ai rangé les papiers dans l'enveloppe. Le couple qui achète est charmant. Ils ont adoré le jardin. Mais où vais-je aller? A pleuré Soline. Ce n'était plus une question, c'était une accusation. Je l'ai regardé. Honnêtement, Soline? Ce n'est plus mon problème. J'ai attrapé mon sac, me préparant à partir. Le choc sur leur visage se transformait rapidement en la prochaine étape inévitable, la colère. Tu ne peux pas partir, a dit mon père, sa voix commençant à monter. Regarde-moi, dis-je. Puis j'ai regardé ma sœur. J'ai 30 jours, dis-je calmement. 30 jours avant de devoir remettre les clés. Leurs visages se sont décomposés. Ils pensaient avoir des semaines pour me faire changer d'avis. Ils ne savaient pas que la partie était déjà terminée. La stupeur a duré exactement 3 secondes. Puis, ce fut le chaos. Mon père, Martial, a été le premier à retrouver sa voix. Et quelle voix! C'était sa voix de manager régional, celle qu'il utilisait pour intimider les employés. Tu vas annuler ça, a-t-il tonné, en se levant à moitié de sa chaise. Il y a un délai de rétractation. Ces choses-là, ça s'annule. Le délai de rétractation de 7 jours est pour l'acheteur après la signature du compromis, papa, répondis-je, ma voix toujours aussi calme. Pas pour le vendeur après la signature de l'acte final. C'est fait. C'est légalement enregistré. Mon calme semblait le rendre fou. Et la taxe foncière, a-t-il lancé, jouant son atout-maître. Tu sais qu'elle arrive à échéance. J'ai toujours aidé pour ça. Tu y as pensé? C'était là. La menace. La générosité de mon père n'avait jamais été un cadeau, c'était un levier. L'aide qu'il m'apportait une fois par an était sa façon de garder un pied dans ma porte, un moyen de pression pour des moments comme celui-ci. J'y ai pensé, oui, dis-je. Le notaire la déduira du prix de vente au prorata. C'est réglé. Son visage est devenu rouge brique. J'avais paré son attaque. Ce fut au tour de ma mère. Béatrice n'utilisait pas la colère, elle utilisait l'inquiétude. C'était sa forme de manipulation, bien plus insidieuse. Elle s'est levée, s'est approchée de moi, a posé sa main sur mon bras. Léontine, ma chérie, a-t-elle murmuré, son visage une peinture de sollicitude maternelle. Tu vas bien? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu travailles tellement. Ce n'est pas toi, de prendre une décision aussi impulsive, aussi drastique. Tu es sûr que tout va bien au travail? Le gaslighting. Le classique. Si je ne suis pas d'accord,
c'est que je suis instable. Si je fixe une limite, c'est que je suis en dépression. J'ai passé ma vie à me battre contre cette insinuation. Je vais très bien, maman. En fait, je ne me suis pas sentie aussi saine d'esprit depuis des mois. Ma décision n'a rien d'impulsif. Elle est, au contraire, très réfléchie. Son regard s'est durci. L'inquiétude a disparu, remplacée par une froide colère. J'avais refusé le rôle de la pauvre chose fragile. Et puis, bien sûr, il y avait Soline. Le grand final. Elle s'est levée d'un bond, les larmes, de vraies larmes de rage et de panique, coulant sur ses joues. Tu fais ça pour me faire du mal, a-t-elle crié, sa voix aiguë de victime. Tu savais. Tu savais que j'avais besoin d'un endroit où aller et tu as vendu ta maison juste pour me punir. Tu es cruelle, Léontine. Cruelle et égoïste. Égoïste. Le mot que j'avais entendu toute ma vie. Égoïste parce que je voulais garder mes jouets quand j'étais enfant. Égoïste parce que je suis partie étudier au lieu de rester à Tours. Égoïste parce que j'ai acheté ma propre maison au lieu de contribuer à la maison familiale. J'ai regardé ma famille. Mon père, le tyran. Ma mère, la manipulatrice. Ma sœur, l'éternelle victime. C'était leur triangle dramatique, et j'en avais été le public captif pendant 35 ans. J'ai pris cette décision pour mes propres raisons, dis-je en remettant ma chaise sous la table. Et elle est définitive. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des cartons à faire. Je me suis dirigée vers la porte. Si tu franchis cette porte, Léontine, a dit ma mère, sa voix redevenue froide comme l'acier, ne t'attends pas à ce que nous soyons là pour toi. Je me suis arrêtée, la main sur la poignée. Je ne me suis pas retournée. C'est drôle, dis-je. Je ne me souviens pas de la dernière fois où vous avez été là pour moi. Vous étiez seulement là pour ce que je pouvais donner à Soline. Je suis partie. Le silence qu'ils m'ont offert en retour était plus lourd que tous leurs cris. Ils m'avaient déjà désignée comme la méchante. Mais ils ne savaient pas à quel point j'étais prête à l'être pour survivre. La première salve est arrivée le lendemain matin. 8h30, mon téléphone a sonné. Tante Clotilde. Léontine? Je viens d'avoir ta mère au téléphone. Elle est inconsolable. Je n'arrive pas à croire ce que tu as fait. Chasser ta propre sœur à la rue. Léontine, ce n'est pas les valeurs avec lesquelles nous t'avons élevée. J'ai à peine eu le temps de répondre. Tante Clotilde, Soline a un appartement. Elle n'est pas. Ne cherche pas d'excuses, m'a-t-elle coupé. Ton égoïsme va détruire cette famille. Ton père est furieux, ta mère est malade d'inquiétude. Tu devrais avoir honte. Elle a raccroché. Ce n'était que le début. L'appel suivant venait de l'oncle Robert. Puis de ma cousine Jennifer. Le scénario était toujours le même, Léontine est un monstre. Soline est une sainte martyre. Maman et papa sont des victimes innocentes. Le réseau familial avait été activé contre moi. Puis vint l'attaque numérique. En rentrant du travail ce soir-là, épuisé, j'ai fait l'erreur d'ouvrir Facebook. Le post de Soline était en haut de mon fil d'actualité. Il n'y avait pas de nom, bien sûr. Elle était trop maligne pour ça. La leçon la plus difficile dans la vie, écrivait-elle sous une photo d'elle regardant tristement par une fenêtre, c'est d'apprendre sur qui on peut vraiment compter. On pense que la famille, c'est pour toujours, mais on découvre que pour certains, ce n'est que lorsque c'est pratique pour eux. J'ai le cœur brisé. Je me sens si perdue. Les commentaires étaient un déferlement de sympathie. Oh non, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Courage. Les gens qui t'aiment vraiment sont là. C'est tellement vrai. J'ai vécu la même chose. Et puis, le coup de grâce. Un commentaire de ma mère, Béatrice. Nous sommes là pour toi, ma puce. Toujours. L'amour inconditionnel. C'est ça, la vraie famille. J'ai failli jeter mon téléphone contre le mur. Je coupais des carottes pour une soupe rapide, et le couteau frappait la planche à découper avec une force croissante. Clac. 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 Mais le pire était à venir. L'escalade que je n'avais pas vue venir. Le jeudi,
J'ai reçu une demande de réunion de mon directeur. Réunion urgente, 16 heures. Mon cœur s'est serré. Mon directeur, Monsieur Dubois, était un homme juste, mais strict. Je suis entrée dans son bureau, nerveuse. Il avait l'air préoccupé. Léontine, asseyez-vous, dit-il. J'ai reçu un email. Un email assez troublant. Il a tourné son écran vers moi. C'était un email envoyé depuis une adresse Gmail anonyme, mais je savais. Je savais d'instinct de qui il venait. L'email était signé « Une amie inquiète ». Il disait « Monsieur Dubois, je suis une proche de Léontine. Je suis très inquiète pour elle. Elle traverse une grave crise nerveuse. Elle parle de vendre sa maison, elle coupe les ponts avec sa famille. Elle est instable. Je ne pense pas qu'elle soit en état de gérer le grand projet de logistique pharmaceutique que vous lui avez confié. Je vous écris uniquement par inquiétude pour elle et pour votre entreprise. » Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus une dispute de famille. C'était une déclaration de guerre. Soline. Ou ma mère. Ou les deux. Elles n'essayaient plus seulement de me manipuler. Elles essayaient de détruire ma carrière. Ma seule source de revenus. Ma seule source d'indépendance. Imaginez ça. Votre propre famille, essayant de vous faire perdre votre travail parce que vous avez refusé de céder à leurs caprices. Qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le moi dans les commentaires. À ce moment-là, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mon directeur m'a regardé par-dessus ses lunettes. Léontine? Est-ce que tout va bien? J'ai été convoquée dans le bureau de mon directeur. Mon cœur battait à tout rompre. Est-ce que son mensonge allait tout me coûter? Je suis restée assise là, dans le bureau de mon directeur, l'email de « l'amie inquiète » vibrant sur l'écran. La panique menaçait de m'engloutir. Mais ensuite, la colère a pris le dessus. Une colère froide, pure, qui venait de mon instinct de survie. Monsieur Dubois, dis-je, ma voix étonnamment stable. Je suis en train de vivre une situation familiale extrêmement difficile. Et oui, je vends ma maison. Mais ce n'est pas à cause d'une crise nerveuse. C'est une décision financière calculée. Je lui ai alors expliqué, non pas les détails sordides de la manipulation familiale, mais la réalité professionnelle. Je traverse des changements personnels majeurs, ai-je dit. Mais cela n'affecte en rien ma capacité à diriger ce projet. Voici mon plan de mitigation pour les 3 prochaines semaines, y compris les jours de mon déménagement. Les jalons sont clairs, l'équipe est briefée. Mon cerveau de chef de projet a pris le dessus. J'ai parlé de risques, de livrables, de plans de contingence. J'étais sur mon terrain. Il m'a écouté attentivement. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête. Merci pour votre franchise, Léontine. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. L'email, nous allons l'ignorer. Je suis sortie de ce bureau en tremblant, mais victorieuse. J'avais gagné cette bataille. Mais la question demeurait. Pourquoi? Pourquoi avais-je vendu ma maison? Ce soir-là, assise au milieu de mes cartons, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Non, je n'avais pas vendu ma maison par méchanceté. Je l'avais vendue par désespoir. Mon travail, c'est d'être chef de projet technique. Je gère des budgets de plusieurs millions d'euros. Je suis payé pour anticiper les catastrophes. Mais je n'avais pas anticipé les miennes. La maison de Saint-Cyr-sur-Loire était mon rêve. Une belle maison ancienne avec un jardin. Mais les vieilles maisons ont de vieux problèmes. La première catastrophe a frappé en mars. Une tempête a révélé que le toit était une passoire. Le devis est tombé comme un coup près, 11 000 euros. Assurance? Presque rien. J'ai vidé mon fonds d'urgence. La deuxième catastrophe a frappé en avril. La canalisation principale d'eau, celle qui reliait la maison à la rue, a cédé. Elle était en plomb, d'origine. Il a fallu tout creuser. Le jardin que j'aimais tant est devenu une tranchée. Devis, 8 200 euros. J'ai dû faire un petit prêt à la consommation. La troisième et dernière catastrophe est arrivée en juin. La chaudière au gaz. Elle a rendu l'âne dans un dernier sifflement pathétique.
Devis pour une nouvelle installation aux normes, 5 000 €. J'étais à sec. J'étais au-delà de l'endettement. J'ai commencé à puiser dans mon épargne retraite, juste pour payer les factures courantes. La maison de mes rêves était devenue ma prison financière. Je ne dormais plus. Je passais mes nuits sur Excel, à déplacer des chiffres qui ne s'additionnaient jamais. Je pleurais en silence dans ma cuisine à 2 heures du matin, terrifiée à l'idée de tout perdre. C'est là que j'ai pris ma décision. Avant la panique, avant la faillite. J'allais vendre. J'allais vendre pendant que j'avais encore le choix. J'ai appelé un agent immobilier le lendemain. Ma famille ne savait rien de tout ça. Comment l'aurait-il su? Il ne m'avait jamais demandé comment j'allais. Il ne m'avait jamais demandé si j'avais besoin d'aide. Il supposait juste que Léontine, la forte, allait bien. Alors que je mettais mes livres de gestion de projet dans un carton, je suis tombée dessus. Une photo. C'était moi, 9 ans plus tôt, le jour de la signature. Je tenais les clés de la maison, mon sourire si large qu'il menaçait de fendre mon visage. J'étais si fière. J'avais réussi seule. J'ai essuyé une larme. Cette femme-là, sur la photo, méritait mieux. Elle méritait la paix. J'ai soigneusement emballé la photo. Je n'allais pas laisser ma famille, ou qui que ce soit d'autre, détruire ce que cette femme avait construit. Mon téléphone a sonné. C'était maman. Nous venons samedi. Nous devons parler. L'intervention se préparait. Le samedi après-midi, la sonnette a retenti. Je n'avais pas besoin de regarder par la fenêtre. Ils étaient là. Pile à l'heure. Mon père, ma mère et Soline. L'escouade d'intervention. J'ai ouvert la porte. Mon salon était un chaos de cartons empilés et de meubles recouverts de draps. L'odeur de la poussière et du ruban adhésif flottait dans l'air. Mon Dieu, a soufflé ma mère en entrant, son regard balayant la pièce avec horreur. Tu continues cette folie. Ce n'était pas une question. Soline est entrée derrière elle, les bras croisés, l'air boudeur d'une enfant à qui on a refusé un bonbon. Mon père a fermé la marche, son visage un masque de désapprobation paternelle. Nous devons parler, Léontine, a-t-il commencé. Je n'ai pas le temps, ai-je répondu. J'ai pris un rouleau de ruban adhésif et j'ai commencé à fermer un carton de livres. Le son du ruban se déroulant était agressif dans le silence de la pièce. Léontine, a dit ma mère, de sa voix la plus douce, la plus dangereuse. Arrête ça 2 minutes. Regarde-nous. Ta sœur a besoin de toi. J'ai continué à emballer. Scratch. Le bruit du ruban adhésif. Léontine, a crié mon père, perdant patience. J'ai arrêté. Je me suis retournée lentement. Et pour la première fois de ma vie, je ne les ai pas vus comme mes parents. Je les ai vus comme des adversaires. Non, dis-je. Non quoi, a demandé mon père, décontenancé. Non, je n'arrêterai pas. Non, je ne vous regarderai pas. Et non, Soline n'a pas besoin de moi. Elle a besoin de grandir. J'ai attrapé un autre carton. A-t-on jamais demandé ce dont moi j'avais besoin? Ai-je continué, ma voix basse et vibrante de colère contenue. Avez-vous demandé si j'avais besoin d'aide quand le toit a fui? Avez-vous demandé si j'avais besoin d'un prêt quand la chaudière a explosé? Non. Vous ne demandez jamais. Je me suis redressée. J'ai besoin de quoi, moi? J'ai besoin de stabilité financière. J'ai besoin de dormir la nuit sans me réveiller en panique à cause des factures. C'est de ça que j'ai besoin. Et c'est ce que je vais obtenir. Ils étaient silencieux. Ils n'avaient jamais entendu cette Léontine-là. Moi non plus, d'ailleurs. Je n'ai pas offert de café. Je ne leur ai pas proposé de s'asseoir. Les seules chaises disponibles étaient de toute façon empilées. Ils étaient là, debout, maladroitement, au milieu de ma vie en transition. Le pouvoir avait changé de camp. Je ne savais pas pour les réparations, a balbutié ma mère. Bien sûr que non, ai-je dit. Vous n'avez jamais demandé. Ce soir-là, après leur départ confus et sans avoir rien obtenu, la sonnette a de nouveau retenti. J'ai ouvert la porte, prête à me battre à nouveau. Mais c'était Faustine.
L'amie de longue date de ma mère, la pharmacienne, qui était présente au dîner. Elle tenait 2 sacs de nourriture thaïlandaise et une bouteille de vin. Je me suis dit que vous n'aviez pas dû avoir le temps de dîner, dit-elle doucement. Et j'ai pensé que vous aviez besoin de ça. Elle est entrée. Nous avons mangé assises par terre, au milieu des cartons. Ce que vous faites est incroyablement courageux, m'a-t-elle dit. Béatrice est mon amie, mais elle est aveugle. Parfois, briser le moule familial est la seule façon de survivre. Plus tard, j'ai reçu un texto de Cyriac, un collègue de l'informatique. Entendu dire que tu déménageais. J'ai une camionnette. Dis-moi si tu as besoin d'aide. Sans poser de questions. L'aide. Elle venait, mais pas de là où je l'attendais. J'ai regardé mon téléphone. J'avais un nouveau message de ma mère. Nous devons avoir une vraie réunion de famille. Tout le monde. Mardi soir. Chez toi. Il faut régler ça. J'ai souri. D'accord, ai-je répondu. Venez. J'ai passé le reste du week-end à préparer ma réunion. Pas à faire des gâteaux. J'ai sorti mes classeurs. J'ai imprimé des relevés de compte. J'ai préparé des graphiques. Il voulait une réunion de famille? Très bien. Mais ce ne serait pas une intervention. Ce serait un audit. Mardi soir, 19h précise. La sonnette retentit. Cette fois, je suis prête. J'ouvre la porte. Ils ne sont pas venus seuls. Mes parents et Soline sont là, bien sûr. Mais derrière eux, il y a tante Clotilde. Et, à ma grande surprise, oncle Armel. Oncle Armel est le frère aîné de mon père. L'homme sérieux de la famille. Un ancien expert comptable, maintenant à la retraite. C'est lui qu'on appelle pour les testaments et les problèmes d'héritage. C'est l'atout majeur, l'arme nucléaire de la famille. Sa présence signifie qu'ils ne sont pas venus pour discuter. Ils sont venus pour m'écraser. Entrez, dis-je, ma voix neutre. Mon salon est toujours en désordre, mais j'ai dégagé la table de la salle à manger. Je l'ai transformée en salle de réunion. J'ai placé des chaises. Ils s'installent, formant un tribunal. Oncle Armel s'assied en bout de table, les mains jointes, le visage impénétrable. Je reste debout. Bien, commence mon père, Martial. Nous sommes ici parce que cette situation est intenable. Léontine, tu as agi de manière irresponsable. Avant que quiconque ne dise un mot, l'interrompis-je, ma voix coupant la sienne. Vous devez voir ceci. Je pose sur la table un dossier. Ce n'est pas un petit dossier. C'est un classeur épais. Mon cerveau de chef de projet est en mode présentation. Fini les émotions. Place aux données. Vous êtes ici pour discuter de ma folie. Vous pensez que je suis impulsive, égoïste ou instable. Laissez-moi vous présenter la réalité de mon projet. J'ouvre le classeur. Annexe A, le toit. Je sors la facture. Je la fais glisser sur la table. Mars. Facture, 11 000 €. Payé en puisant dans mon fonds d'urgence. Tante Clotilde cligne des yeux. Annexe B, la canalisation. Je sors la deuxième facture. Avril. Facture, 8 200 €. Payé en contractant un prêt personnel. Mon père fronce les sourcils. Il aime les chiffres. Il ne peut pas ignorer les chiffres. Annexe C, la chaudière. Troisième facture. Juin. Facture, 5 000 €. Payé en, eh bien, c'est là que ça devient créatif. Je sors mes derniers relevés de compte. Annexe D, l'état actuel. Je les étale. Voici mon fonds d'urgence, 0. Voici mon épargne, 0. Et voici, un relevé de mon plan d'épargne retraite. Que j'ai dû commencer à entamer le mois dernier pour payer les intérêts du prêt. Le silence dans la pièce est total. On n'entend plus que ma voix, calme, factuelle. La maison que vous voulez que je donne à Soline, dis-je en regardant chacun d'entre eux, n'est pas un atout. C'est un passif. Un gouffre financier. Ma décision de vendre n'était pas impulsive.
C'était la seule décision logique restante avant la faillite personnelle. Pour la première fois, leurs accusations égoïstes, cruelles, ne pèsent rien face à la réalité froide des chiffres. Leurs visages ont changé. La colère a fait place à quelque chose d'autre. La confusion. Le choc. Ma santé financière, dis-je, en fermant le classeur, n'est pas négociable. Ma santé mentale non plus. La vente est finale. Je m'assieds. Le tribunal est levé. C'est Soline qui tente une dernière charge. Ce n'est que de la comptabilité créative, lance-t-elle, mais sa voix manque d'assurance. Tu as toujours été douée avec les chiffres pour te. Tais-toi, Soline. La voix qui a parlé n'est pas la mienne. Elle est grave, calme et n'attend pas de réponse. C'est oncle Armel. Il n'a pas bougé, mais tous les regards sont tournés vers lui. Il n'a pas regardé les factures d'un air choqué. Il les a regardées avec l'œil d'un professionnel. Il a hoché la tête, comme s'il confirmait ses propres calculs. Et il ne me regardait pas. Il regardait Soline. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le regard d'oncle Armel était fixé sur Soline. La pièce entière semblait retenir son souffle. Ma sœur, qui n'avait jamais été la cible de rien d'autre que de l'adulation, s'est recroquevillée sur sa chaise. Soline, répéta oncle Armel, sa voix grave remplissant la pièce. Quelle est ta situation professionnelle actuelle? Et je ne parle pas de tes projets d'influenceuse sur Instagram. Soline a rougi. J'explore des opportunités, a-t-elle balbutié. Le marché est difficile en ce moment. Le marché est difficile, a acquiescé Armel. Pourtant, Léontine semble y arriver. Elle gère des projets techniques. Elle paie ses factures. Ou du moins, il a jeté un regard aux factures sur la table, elle essaie de payer des factures que personne ne devrait avoir à payer seule. Ma mère, Béatrice, a senti le vent tourner. Son rôle de protectrice de Soline a pris le dessus. Armel, ce n'est pas la question. La famille, c'est la famille. Léontine a toujours eu plus de facilité. Plus de facilité, l'a coupé Armel, et pour la première fois, j'ai vu de la colère dans ses yeux calmes. Béatrice, cet enfant, il m'a désigné de la tête, vient de nous prouver qu'elle est au bord du gouffre financier à cause d'une maison qu'elle a achetée seule. Pendant ce temps, j'ai entendu dire que Martial et toi veniez encore de payer la caution du nouvel appartement de Soline. Est-ce que c'est ça, plus de facilité? Le silence est retombé. Ma mère n'avait rien à répondre. C'est là que Faustine, l'amie de ma mère, que j'avais invitée et qui était restée silencieuse dans un coin, a pris la parole. Sa voix était douce, mais ferme. Béatrice, Martial. Je vous aime. Vous êtes mes plus vieux amis. Mais je dois être honnête. Je vous regarde faire ça depuis 20 ans. Léontine a toujours été l'adulte. Soline a toujours été le bébé. Vous avez créé cette situation. Pas Léontine. Tante Clotilde, qui avait été la première à m'appeler pour me harceler, regardait ses mains, l'air profondément mal à l'aise. Oncle Armel a regardé mon père, Martial. Martial. Toi et moi. Et Béatrice. Nous allons avoir une discussion. Demain. Sur la planification financière. Et sur ce que signifie aider, point. Il a ensuite regardé Soline. Et tu seras là. C'en était trop pour ma sœur. L'attention s'était détournée de moi, la méchante, pour se porter sur elle, la protéger. Et elle n'a pas supporté. Vous êtes tous contre moi, a-t-elle hurlé, se levant si violemment que sa chaise a basculé. C'est ridicule. Vous me traitez tous comme un parasite. Ce n'est pas de ma faute si les choses sont plus difficiles pour moi. Léontine a toujours été l'enfant chéri, la parfaite Léontine. Vous n'avez jamais vu à quel point c'est dur d'être dans son ombre. Elle a attrapé son sac. Je n'ai pas besoin de ça. Elle a foncé vers la porte et l'a claqué derrière elle. Le slam a résonné dans le salon rempli de cartons. Dans le silence qui a suivi,
Oncle Armel a soigneusement réempilé mes factures et me les a tendues. Tu as bien fait, Léontine, m'a-t-il dit. Tu as très bien fait. Il s'est levé. Martial, Béatrice. Demain. 10 heures, mon bureau. Ils se sont levés comme des automates et l'ont suivi. Pour la première fois dans un conflit familial, ce n'était pas moi qui partais en pleurant. J'avais gagné. J'avais utilisé la logique, les faits. Mais alors que je regardais la porte fermée, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais juste vide. La guerre était-elle finie? Ou juste une bataille de gagnée? La semaine suivante a été étrangement silencieuse. Plus d'appels de harcèlement. Plus de posts Facebook passifs-agressifs. Je me suis plongée dans mes cartons. Le déménagement était prévu pour le samedi suivant. La maison se vidait, et mon esprit aussi. Et puis, le mercredi soir, à 3 jours du déménagement, la sonnette a retenti. C'était eux. Mes parents. Et Soline. Mon cœur s'est serré. J'étais fatiguée. Je n'en pouvais plus. Qu'est-ce que vous voulez, dis-je, barrant l'entrée de mon corps. Léontine, s'il te plaît, a dit ma mère. Sa voix était différente. Pas de manipulation, pas de fausse inquiétude. Juste, de l'épuisement. On peut entrer? 5 minutes. J'ai hésité. Soline regardait ses pieds. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. J'ai soupiré et je me suis écartée. Ils sont entrés dans le salon presque vide. Il ne restait que le canapé et quelques boîtes. Oncle Armel a été, très direct, a commencé mon père, en s'asseyant sur le canapé sans qu'on l'y invite. Il nous a fait voir des choses, a murmuré ma mère, s'asseyant à côté de lui. J'attendais. Je suis restée debout. Nous comprenons, a dit mon père. Nous comprenons pourquoi tu as vendu la maison. C'était la bonne chose à faire. J'ai failli m'étouffer. Merci, ai-je réussi à articuler. Mais, a continué ma mère, et mon estomac s'est noué. Il y avait toujours un « mais ». Cela laisse Soline dans une situation difficile. Soline a levé les yeux, comme si c'était son signal. Je suis désolée pour l'autre soir, a-t-elle dit. Sa voix était petite, presque enfantine. Je ne savais pas pour tes factures. D'accord, dis-je, méfiante. Alors, a dit mon père, en reprenant son rôle de manager. Nous avons un nouveau plan. Une proposition. Un compromis. Il s'est éclairci la voix. Nous sommes d'accord, tu vends la maison. C'est ton droit. Mais avec l'argent de la vente, tu vas avoir une jolie somme, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit. Nous pensions, a poursuivi ma mère, que tu pourrais aider Soline à prendre un bon départ. Un vrai. Elle a trouvé un charmant T2 près du centre. Mais la caution est élevée. Et il faut des meubles. Attendez, dis-je. Vous me demandez de l'argent? Pas demander, a corrigé mon père. C'est une proposition. Au lieu de l'héberger, tu lui donnes un coup de pouce financier. C'est logique, non? Avec ton succès, ce petit montant ne te manquera pas. C'est la famille, après tout. Il n'avait rien compris. Il n'avait rien compris du tout. L'audit, les chiffres, l'humiliation, rien n'avait fonctionné. Ils avaient juste changé de tactique. Ils ne me demandaient plus ma maison. Ils me demandaient l'argent de ma maison. J'ai ri. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire sec, plein d'incrédulité. Succès, ai-je répété. Vous n'avez pas écouté, n'est-ce pas? Je suis allé vers la dernière boîte de dossiers. J'en ai sorti un autre document. Vous pensez que je vais toucher le jackpot? Je leur ai tendu le papier. Ceci est la préapprobation de mon prêt pour mon nouvel appartement. Un T3 en centre-ville. Agréable. Mais petit. Et surtout, j'ai pointé la ligne, mon paiement mensuel sera 40% moins élevé que celui de cette maison. Je ne vends pas pour devenir riche. Je vends pour survivre. Je vends pour reconstruire mes finances, pas pour financer la vie de Soline. Mon père a regardé le papier, ses lèvres remuant en lisant les chiffres. Je ne peux pas te donner d'argent,
Soline, dis-je en me tournant vers elle. Je n'en ai pas. Son visage a commencé à se décomposer, les larmes de déception montant. Mais, dis-je, je peux te donner ça. Je suis allé chercher mon sac. J'en ai sorti une carte de visite. Mon département recrute. Il cherche un coordinateur de projet junior. C'est un poste d'entrée de gamme. C'est beaucoup d'Excel, beaucoup de suivi, mais c'est un travail. Un vrai. Avec un salaire qui peut payer un T2. Je lui ai tendu la carte. Je ne peux pas te donner d'argent. Mais je peux te donner une opportunité. Soline m'a regardé, abasourdie. Mes parents aussi. L'offre était sur la table. Une bouée de sauvetage. Une vraie. Allait-elle la prendre? Soline regardait la carte de visite comme si c'était un serpent. Un travail, a-t-elle répété, sa voix pleine d'une incrédulité presque comique. Tu m'offres un travail? Je t'offre une opportunité, ai-je corrigé. Ce n'est pas de la charité. C'est un poste réel. Le salaire est correct. Il est suffisant pour louer un studio ou un petit T2 à Tours, et il te restera de quoi vivre. C'est un début. Un début, a-t-elle sifflé. Tu veux que je travaille dans ton bureau? Que je fasse de l'Excel? Comme une secrétaire? C'est coordinateur de projet junior, ai-je dit, en essayant de garder mon calme. C'est ce que j'ai fait au début. C'est comme ça qu'on apprend. Mon père est intervenu, sentant que la situation lui échappait. Mais Léontine, elle a besoin de soutien. Pas d'un travail stressant. J'ai levé la main. Stop. Je suis retournée à ma boîte de dossiers. J'avais espéré ne pas avoir à utiliser celui-ci. Mais il m'y forçait. J'ai sorti une autre feuille de calcul. La première était mon audit. Celle-ci, c'était le leur. Vous parlez de soutien, dis-je, en posant la feuille sur le canapé entre eux. Parlons de soutien. C'était une liste que j'avais commencé à compiler mentalement il y a des années, et que j'avais finalement mise sur papier. Soutien financier direct de Martial et Béatrice à Soline, 5 dernières années, estimation, point. Septembre 2018, paiement de la caution et du premier loyer. Janvier 2019, remboursement du découvert bancaire. Juin 2019, prêt pour l'achat d'une voiture d'occasion. 2020, paiement de 3 mois de loyer pendant le confinement. 2021, remboursement de la dette de carte de crédit. La liste continuait. Ligne après ligne. En bas, j'avais fait le total. Ceci, dis-je en pointant le chiffre, est une estimation basse. Plus de 40 000 euros. Ma mère a porté la main à sa bouche. Mon père est devenu blême. Il ne l'avait probablement jamais vu additionner comme ça. Ce n'est pas de l'amour, maman. Ce n'est pas du soutien. C'est de la dépendance. Vous l'avez rendu incapable de se débrouiller seul. Et vous m'avez fait payer le prix de votre culpabilité. Vous lui donnez de l'argent, et vous essayez de me prendre ma maison pour équilibrer la balance. Je me suis tournée vers Soline. Ses yeux lançaient des éclairs. J'en ai marre, a-t-elle crié. J'en ai marre de tes listes et de tes chiffres. Tu crois que tu es meilleur que nous tous avec tes grands diplômes et ton travail ennuyeux? Elle a regardé la carte de visite sur la table. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je n'ai pas besoin de ton travail de charité. Elle a attrapé la carte, l'a déchirée en deux et a jeté les morceaux par terre. Je n'ai besoin de rien de toi. Elle s'est précipitée hors de l'appartement, claquant la porte une fois de plus. Mes parents sont restés assis là, abasourdis. Les deux moitiés de la carte de visite gisaient sur le sol. Finalement, mon père s'est levé. Il avait l'air cassé. On va y aller. Ma mère s'est levée, sans me regarder. Ils sont sortis. La porte s'est fermée. Je me suis tenue là, dans mon salon vide, les morceaux de la carte de visite à mes pieds. J'avais gagné. J'avais gagné toutes les batailles. J'avais présenté les faits. J'avais défendu mon territoire. J'avais offert une solution logique. Et ils l'avaient tous rejetée. La victoire avait un goût de cendre. J'étais libre.
Et j'étais complètement, totalement seule. Avais-je fait le bon choix? Ou venais-je de détruire ma famille pour de bon? 3 mois plus tard. Je suis debout au milieu de mon nouveau salon. Ce n'est pas une maison à Saint-Cyr-sur-Loire. C'est un appartement en attique, un T3 lumineux en plein centre de Tours. Les fenêtres vont du sol au plafond et donnent sur les toits de la ville. Le soleil de novembre inonde le parquet. L'air est différent ici. Plus léger. Il n'y a pas de jardin à tondre. Il n'y a pas de sous-sol humide. Il n'y a pas de factures imprévues à 5 chiffres. Je sirote mon café du matin. J'ouvre mon application bancaire. C'est devenu mon nouveau rituel préféré. Mon compte épargne, celui qui était à 0, affiche un joli montant. L'argent de la vente, après avoir remboursé le prêt de la maison et le prêt à la consommation, a été placé. Il travaille pour moi, pas contre moi. Mon nouveau loyer est, comme prévu, 40% moins cher que mon ancien crédit. Je respire. Pour la première fois depuis des années, je respire vraiment. Le silence est rompu par le miaulement d'un petit chaton roux qui se frotte contre mes jambes. Je l'ai adopté la semaine dernière. Je l'ai appelé Audit. Sur la table de la cuisine, il y a un nouvel appareil photo. Un réflexe numérique que je reluquais depuis des années, mais que je ne m'étais jamais autorisé à acheter. Les réparations de la maison passaient toujours avant. Je me suis inscrite à un cours de photographie du soir. Le premier cours est ce soir. J'investis en moi. Pas dans des briques et du mortier. En moi. Mon téléphone vibre. C'est un rappel de calendrier, dîner du dimanche, parents. Mon estomac se serre. Instinctivement. Mais la panique d'avant n'est plus là. C'est juste une vieille habitude. Le dîner du dimanche a repris. Mais il est différent. Plus tard dans la journée, j'arrive chez mes parents. L'ambiance est feutrée. La grande explosion, l'audit, a laissé des traces. Nous marchons sur des œufs, mais ce sont des œufs neufs. Soline n'est pas là. Elle est chez tante Clotilde. Elle refuse de me parler. Elle a bloqué mon numéro. Elle a dit à ma mère que je l'avais humiliée. Le dîner est calme. Mais le silence n'est pas hostile. Il est réfléchi. Mon père me parle. Vraiment. Il ne me parle pas de Soline. Il me demande des nouvelles de mon nouveau travail sur le projet pharmaceutique. Il me demande si je suis bien installée. Ma mère me regarde. Elle me serre la première. Tu as l'air reposée, Léontine, dit-elle, presque timidement. La couleur te va bien. Ce n'est pas une absolution. Ce n'est pas un retour à la normale. C'est quelque chose de nouveau. C'est difficile. En partant, mon père me raccompagne à la porte. Il se tient là, l'air maladroit. Oncle Armel, il a été dur, dit-il. Avec nous. Après ton départ. Je hoche la tête. Je suis désolé, Léontine, dit-il, sans me regarder. Nous pensions que nous faisions bien. Aider ta sœur. Je sais, papa. Mais nous t'avons oublié en chemin. C'est la chose la plus proche d'une excuse que j'obtiendrai jamais. Et pour l'instant, c'est suffisant. Je rentre chez moi, dans mon appartement lumineux. La relation avec mes parents guérit, lentement. Mais la relation avec ma sœur, ce pont-là est peut-être brûlé pour de bon. La guérison avait commencé. Mais peut-on vraiment guérir quand un membre de la famille manque à l'appel? Je ne sais pas. Je sais juste que pour la première fois, ce n'est pas mon problème à résoudre. Un samedi soir, un mois plus tard. Mon appartement est rempli de rire. Ce n'est pas le rire forcé des dîners de famille tendus. C'est un rire authentique, facile. Autour de ma table basse, il y a Faustine, l'amie de ma mère, qui est devenue la mienne. Il y a Cyriac, mon collègue de l'informatique, qui m'a effectivement aidé à déménager sa camionnette en échange de pizza. Et, à ma grande surprise, il y a oncle Armel. C'est ma famille choisie. Aux frontières saines, dit Armel en levant son verre de vin. Et aux audits bien menés. Nous rions. Faustine m'a apporté un cadeau de pendaison de crémaillère. C'est un cadre.
À l'intérieur, il y a 2 photos côte à côte. La première, c'est celle que j'avais retrouvée. Moi, 9 ans plus tôt, rayonnante et un peu naïve, tenant les clés de ma maison. La deuxième, c'est une photo que Faustine a prise la semaine dernière. C'est moi, dans ce nouvel appartement, tenant le chaton Audit, un sourire calme sur le visage. 2 débuts, dit-elle doucement. 2 femmes très différentes, j'ajoute, en touchant le verre. J'aime cette nouvelle femme. Elle est plus forte. Elle connaît sa valeur. Nous passons la soirée à parler de tout et de rien. De photographie. De la retraite d'Armel. Des projets de Syriac. Personne ne me demande rien. Personne n'a besoin de moi pour être sauvé. Plus tard dans la nuit, quand tout le monde est parti, je nettoie les verres. Mon téléphone vibre sur le comptoir. C'est un message de ma mère. Je m'attends à un nouveau drame, une nouvelle requête. Mais c'est juste une photo. La photo est un peu floue, prise à la hâte. Elle montre Soline. Elle est derrière un comptoir. Elle porte un tablier blanc, un peu sale de farine. Elle est dans une boulangerie. Elle a l'air fatiguée, mais elle tend une baguette à un client. Le message de ma mère en dessous dit juste. Elle a commencé la semaine dernière. C'est un début. Elle dit que le réveil à 4 heures du matin est horrible. Mais elle n'a pas manqué un seul jour. Je regarde la photo longuement. Ce n'est pas le travail de coordinatrice de projet. Ce n'est pas un bureau. C'est un travail dur, physique, mal payé. Mais c'est son travail. Un travail qu'elle a trouvé seule. Je souris. Vraiment. Je ne réponds pas tout de suite. Je pose mon téléphone. Je regarde par la fenêtre les lumières de Tours. Je prends une grande inspiration. Et pour la première fois, je me sens complètement, totalement en paix. J'ai réalisé que les frontières ne sont pas faites pour repousser les gens. Elles sont faites pour leur apprendre comment nous traiter. J'ai réalisé que parfois, la chose la plus aimante à faire n'est pas d'aider, mais de laisser les gens s'aider eux-mêmes. Ma famille n'est pas parfaite. Ma relation avec ma sœur est peut-être brisée à jamais. Mais moi, je suis entière. Mon histoire vous parle-t-elle? Avez-vous déjà dû établir une limite difficile, une frontière que votre famille ne comprenait pas? Avez-vous une Soline dans votre vie, ou peut-être avez-vous été la Léontine? Partagez vos histoires, vos sentiments et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Je lis absolument tout, et vos histoires comptent. Et si vous vous êtes reconnu dans mon parcours, si vous avez senti le poids de ces décisions, n'oubliez pas de laisser un j'aime sur cette vidéo, et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver sa force et de reconstruire sa vie. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.